Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonjour à toutes et à tous, et on fait un coucou à Cécile de Bénibus qui a pris quelques jours de vacances et qui reviendra mardi, pas de la semaine prochaine mais de la semaine suivante. Un repos bien mérité, mais les vraies voix continuent et ce soir c'est une édition spéciale. Nous allons être ensemble jusqu'à 19h30, pas de vraies voix du sport puisqu'on va décrypter en votre compagnie les décisions du Conseil constitutionnel sur la loi de réforme des retraites, des décisions qu'on vous diffusera en direct, a priori, puisque c'est le timing qui est promis, à 18h. Certains disent à 17h30, mais aux dernières nouvelles, ce serait plutôt 18h. C'est des décisions sportives, finalement. Comment ? C'est des décisions sportives. Pourquoi ? On prend une tranche sur le sport. Ah oui, on prend une tranche sur le sport, c'est vrai, exactement. Sportive. Ah oui, je suis sûr que ça risque d'être du sport ce soir et demain, hein, tout de même. Et même peut-être encore quelques temps. Ouais. D'ailleurs, ce sera notre première question, notre grand débat. Retraite, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, le mouvement social va-t-il durer ? Et vous êtes 86,4% à dire oui sur Twitter. Pour vous, les manifestations, il y a déjà beaucoup de monde dans Paris, pas très loin du Conseil constitutionnel, a priori, risquent vraiment de s'amplifier. Ou est-ce que pour vous, elles ne vont pas s'amplifier, elles vont au contraire aller décrescendo ? On vous attend dans tous les cas de figure au 0826 300 300. Pour le moment, pas de question de 18h30. On attendra les révélations du Conseil constitutionnel. Et de 19h à 19h30, on aura une double approche. On se posera la question d'un point de vue constitutionnel. Qu'est-ce qui a pu motiver les décisions des sages ? On sera en compagnie de Pierre Esplugas-Labattu, professeur de droit public à l'université de Toulouse-Capitole. Et ensuite, on parlera des conséquences de l'application des décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Nous serons en compagnie de Bruno Chrétien, président du think tank IPS, l'Institut de la protection sociale. Et entre 18h30 et 19h, on aura un décryptage très politique. On aura avec nous Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, et Sandra Regol, député Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. Donc on donnera la parole à tout le monde, avec en plus, en bonus, quelqu'un qu'on aime bien, puisque c'est une vraie voix à 17h30. Ce sera notre ami Joseph Touvenel qui viendra débattre lors du premier débat. Les deux chroniqueurs face à moi n'auront pas la parole, donc c'est formidable. C'est bien, c'est le monologue de Philippe Bilger qui est prévu aujourd'hui. C'est beau de rêver. Alors présentons-les justement, ces trois chroniqueurs, vous l'avez entendu, le président non pas de l'Institut du Conseil constitutionnel, mais de l'Institut de la parole, qui commence à se déshabiller. Oui. Tiens, Philippe Bilger, il attend. Arrêtez votre striptease, merci. On est également regardé sur YouTube, sur Facebook, etc. Arrêtez-vous là, c'est parfait. Le plus grand patron de presse de l'histoire. Oui. René Chiche. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne peux que d'accord avec vous. Directeur délégué du rédacteur en chef délégué du groupe Lafon Presse Entreprendre, et également un patron, mais lui industriel, pas de presse, qu'on a toujours un immense plaisir à avoir. Bonsoir Loïc Le Floch-Prigent. Bonsoir. Vous êtes en forme, les vraies voix ? Oui, immense plaisir de recevoir Loïc Le Floch-Prigent. Immense, vous avez dit. Oui, immense, oui, pourquoi ? Oui, parce que c'est beaucoup. Par rapport à il reçoit sans arrêt. C'est pas normal. Ce qui est rare et cher. C'est rare et cher, quand même. Ouais, mais... c'est ce que je dis depuis toujours en ce qui concerne le pétrole. Ce qui est rare et cher, et les réserves augmentent avec le prix. C'est comme ça. Et notre auditrice du jour, une ville magnifique, on prend la direction du Pays Basque de Bayonne. Bonsoir Corinne. Bonsoir tout le monde. Vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneuse, on dit, je sais pas, entrepreneuse, oui, même auto-entrepreneuse dans l'immobilier sur la côte basque. Tout à fait. Vous Absolument. allez bien ? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, ce soir, vous êtes un peu volé, puisqu'il n'y aura pas de Kikadi, puisqu'on est en édition spéciale, mais vous aurez micro ouvert pendant les 2h30 d'émission pour dire absolument tout ce que vous voulez. C'est parfait. Ça vous va ? Très bien. Parfait. Vous voulez qu'on se mette la chanson du jour ? Allez, c'est parti. Ah, Céline Dion. Parce qu'elle sort une nouvelle chanson. Non. Pourquoi Titanic ? Pourquoi Titanic ? Pardon, c'est la question. Alors pourquoi Conseil Titanic ? constitutionnel ? Non, Titanic Parce que le bateau coule. Non, parce que il y a une raison claire. Vous avez trouvé ? Allez-y, oui, Corinne ?
Le bateau coule. Oui, c'est l'anniversaire du naufrage du Titanic. Ça fait 111 ans aujourd'hui que le fabuleux bateau qui n'aura fait qu'un voyage qu'il n'aura pas terminé aura coulé. C'était la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et Philippe Bilger y était. Philippe Bilger y était déjà. Il est monté dans la première chaloupe de sauvetage. Partout où je suis, c'est un Titanic. Et en 1912, il avait déjà 30 ans. Vous Il avait en 30 souvenez ans. quand même. C'est un beau marin. Et c'est le vieillard René Chiche qui me dit ça. Excusez-moi, je me sens un peu le Benjamin ce soir. Largement. C'est Mais évident. attention, je respecte. C'est Je évident et respecte Philippe Bilger. j'espère qu'on aura un peu de respect, qu'on aura la parole de temps en temps. Ah oui. Alors, j'ai appris quelque chose, qu'il fallait que nous soyons drôles, mais que nous ne parlions pas en même temps. C'est vrai. Mais c'est ce qu'il faut faire, et ben c'est ce qu'on va faire. Corinne, on vous retrouve. Vous avez open bar, ou plutôt open studio, pour réagir quand vous voulez. Pendant ces 2h30 d'édition spéciale, on passe au réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous voulez requérir contre ceux qui disent que le droit est abstrait et ne sert à rien, et parce que pour vous, depuis des mois, le contraire est démontré. Absolument. Alors, je craignais, et c'était une angoisse considérable, que compte tenu de l'émission spéciale, on supprimât le meilleur moment des 2 heures. C'est un imparfait du subjonctif, je veux dire. Le réquisitoire du procureur qui dure en général 1 minute 30. Non, sérieusement, je trouve qu'on peut tirer des conséquences bienfaisantes de ce qui se passe depuis des mois, voire un peu plus, sur les retraites, le Conseil constitutionnel, la vie parlementaire, même si elle a été dévoyée de mon point de vue, c'est le fait que le citoyen, peut-être pas l'ensemble des citoyens, mais une catégorie non négligeable, s'est intéressée au droit. Ça n'est plus une matière désincarnée, abstraite, aussi bien sur le plan du droit constitutionnel que des procédés parlementaires et bien sûr de l'avis du Conseil constitutionnel qu'on attend. Autrement dit, lorsqu'on incarne le droit dans des choses qui passionnent le citoyen et le mobilisent, eh bien, le droit devient quelque chose de vivant. Et c'est quelqu'un qui a toujours détesté le droit qui vous le dit. Donc, vous voyez, j'ai moi-même été convaincu par ma propre argumentation. Loïc Le Floch-Prigent, c'est tellement brillant que... Eh ben dis donc, c'est tellement brillant. Le problème n'est pas tellement le droit, c'est la justice et la façon dont elle fonctionne. C'est ça le Loïc, sujet. ne prenez pas vos obsessions pour des... Mais c'est pas une obsession, c'est simplement un constat. Oui, absolument. Le droit aide. Vous êtes Le d'accord droit avec aide, Philippe? le droit aide, la justice n'aide pas forcément. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. C'est vrai que ça a éveillé la conscience juridique de pas mal de gens qui s'intéressent beaucoup plus qu'avant à tout ce qui est justement droit constitutionnel, droit du travail, même le droit politique. Et c'est vrai que... Mais alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, d'un autre côté, vont se moquer éperdument du droit. Puisque quelle que soit la décision qui sera prise tout à l'heure, il y a des gens qui vont se moquer de ce droit. En l'occurrence, le droit, c'est ça le problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui discutent plus de droit, de constitution, de loi, etc. Moi, c'est ce que je vois en tous les cas dans Je crois que l'entourage. tu charries un peu, disant qu'ils vont se moquer. Non, ils vont pas se moquer, ils vont être contre, parce que on est contre. Mais donc, non, ils vont pas se moquer. C'est là où l'argumentation du procureur est très bonne. C'est qu'effectivement, ils ont pris en compte la façon dont le droit fonctionnait, je pense. En même temps, Loïc, est-ce que ce que dit René n'est pas faux? Je veux dire, il y aura je suis d'accord avec probablement, moi-même, il y aura probablement des gens qui tourneront en dérision la décision par pur esprit partisan. Voilà, c'est Et ce que je voulais donc, dire. Exactement ce que je voulais dire. raison. Il y a des gens qui n'attendent même pas la décision là, qui vont s'opposer à cette décision, sans aller dans les détails du droit, etc. Donc, c'était le mot se moquer que je mettais en question. Oui, mais je ne pense pas qu'ils s'en moquent. Ils vont combattre, mais ils ne s'en moquent non, pas. je suis d'accord. Ils vont le combattre, Loïc. Je suis d'accord, Loïc. Ils vont le combattre, mais ils vont quand même, et je vais même être plus vulgaire, ils vont s'en foutre. Mais oui, ils vont même s'en foutre. Mais ils s'en foutent, mais ils le prennent en considération quand même. Non, c'est là où ce qui est mon. C'est le débat, c'est le débat. Les vraies voix, il y a 50 nuances de droit dans les vraies voix. 17h13. Dans quelques instants, à 17h30, notre premier débat, puisqu'on suivra en direct la conférence de presse du Conseil constitutionnel. C'est prévu à 18h. Notre grand débat à 17h30, hashtag retraite, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, le mouvement social va-t-il durer? Vous êtes 87,6% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants pour les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Édition spéciale,
vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec un trio qui pourrait parfaitement être au Conseil constitutionnel, parce que ce sont trois sages, Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent et René Chiche. Ça vous conviendrait comme poste? Oui. Il y aurait de l'ambiance. Ah oui, c'est clair. Puis j'ai des idées pour les 6 autres, on s'amuserait bien. J'ai le sentiment que les autres sont pas aussi drôles. Ah oui. Bon, on mettra Françoise Degois, vous serez content. Il y aura de la nuance. Il y aura forcément la nuance. Bah oui. C'est l'heure de 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 3 mots dans l'actu: fébrilité, supermarché et fusée, tout rime. Fébrilité en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. On saura d'une minute à l'autre. Des sages sous haute sécurité. La CGT a mis l'ambiance en tout cas tout à l'heure quand Emmanuel Macron a visité Notre-Dame. Supermarché, également chahuté tout à l'heure. Elisabeth Borne était venue y discuter avec des clients. Elle y a rencontré des manifestants. Et puis cette fois c'était la bonne. La fusée Ariane 5 a pu décoller tout à l'heure, se séparer de la sonde européenne JUICE en Guyane, direction Jupiter. Et pour nous, direction la Cité de l'Espace dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Un camion de la CGT avec une banderole Macron démission fait le tour de Notre-Dame. C'est l'une des images de la visite du chef de l'État sur le chantier de reconstruction de la cathédrale ce matin. Il propose aux syndicats de se revoir mardi. Des syndicats fébriles dans l'attente évidemment de la décision du Conseil constitutionnel qui devrait tomber d'une minute à l'autre. Des camions, mais même les bateaux-mouches. Et oui, même les bateaux-mouches prenaient des airs quasi insurrectionnels aujourd'hui autour de l'île de la Cité, avec des banderoles des syndicats, des slogans, signe d'une grande tension. Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont sous bonne garde. Toute manifestation aux abords de son siège dans une aile discrète du Palais Royal est interdite depuis hier soir après un bref blocage dans la matinée. Et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier avec plusieurs rangées de CRS. Pendant ce temps, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, était en visite dans un supermarché. Mais saurez-vous remarquer le détail qui n'était pas prévu dans la communication de la Première ministre? Vous chantez, ma femme. Voilà. En tout cas, c'est le plaisir de vous rencontrer. Voilà. On est là, le chant des gilets jaunes. Et oui, dans les rayons de cette grande surface en Eure-et-Loire, Elisabeth Borne a été interrompue à plusieurs reprises par quelques manifestants. On ne veut pas des 64 ans. 49.3, on n'en veut pas. Voilà pour les slogans. Là encore, la réforme des retraites qui décidément rattrape l'exécutif, quel que soit le thème des déplacements. En tout cas, la Première ministre a aussi pu discuter avec des clients. Elle s'est dit au passage d'ailleurs lucide sur l'impopularité de la réforme. Comme on va longuement débattre de ce sujet jusqu'à 19h30, on va rêver un peu, aller très très loin dans les étoiles, direction Jupiter, ou plutôt Kourou, en Guyane, où la sonde européenne a bien pu décoller tout à l'heure. Décollage reporté de 24 heures hier pour cause de mauvaise météo. Mais cette fois, c'était la bonne à 14h, heure métropolitaine. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage. JUICE s'est séparé avec succès de la fusée Ariane 5 à 1500 km d'altitude, direction Jupiter, et c'est lune glacée. Alors avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors c'est quoi la suite des événements pour cette sonde JUICE ? Écoutez, on se retrouve en 2031 désormais. Voilà, parce que Jupiter est extrêmement loin. C'est en gros à 5 fois la distance Terre-Soleil. Donc à plus de 750 millions, 780 millions de kilomètres. Donc c'est extrêmement loin. Mais ça dit, la sonde va quand même repasser près de la Terre plusieurs fois parce que elle vient de partir, vous l'avez rappelé, avec succès. Donc c'est un très beau succès, je pourrais y revenir, c'est un très beau succès de l'Europe. De l'Europe spatiale, soyons-en fiers en l'occurrence. Elle va passer plusieurs fois autour de la Terre pour se donner cet effet de fronde, cette force gravitationnelle qui fait qu'elle va accélérer en repassant près de la Terre. Elle va passer 3 fois, puis une fois également près de Vénus, et elle partira définitivement à partir de 2024 vers Jupiter. Voilà. Et arriver donc en juillet 1931 aux abords de Jupiter 2030. Et de ses lunes. 2031.
2031. C'est à Vous partir serez à la retraite. Vous serez à la retraite. Ah Ça oui. dépend Non, du Félix ne Conseil sera pas encore à la retraite. à moins d'une nouvelle réforme. En tout cas, à partir de 2031, elle commencera à étudier la possibilité éventuelle de la vie sur ces lunes de Jupiter. C'est ça, de la vie qui serait dans des océans sous une épaisse banquise. C'est bien ça l'idée? Alors, c'est une des deux grandes idées, effectivement, de travail scientifique. Effectivement, c'est que il y a 4 grandes lunes autour de Jupiter. Il y en a 52 au total, hein, des lunes, des satellites autour de Jupiter, dont les 4 principaux qu'on appelle galiléens, puisque c'est Galiléo qui les a identifiés à l'époque. Et il y en a 2, voire 3, qui, effectivement, ont des sols de glace, très épaisse, hein, extrêmement épaisse, mais sur lequel il y a a priori donc de l'eau, on le sait pour 1 ou 2 en tout cas, 1 ou 2 satellites, et qui dit eau, eh bien effectivement dit vie. Alors n'imaginons pas des petits bonshommes comme nous là ici en ce moment à la surface à la surface dans les profondeurs ou des pingouins roses ou je ne sais quoi sur Ganymède, hein, qui est donc le satellite notamment qui sera vraiment analysé par la sonde, mais on peut trouver peut-être des briques de vie. Voilà, c'est ce qui est cherché. Et puis l'autre élément, c'est de comprendre encore mieux Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Pour vous dire, elle est plus massive que l'ensemble de toutes les autres planètes du système, Terre, Mars, Vénus, etc., agrégées, si vous voulez. Et Jupiter a un rôle de stabilisation du système solaire et nous protège aussi, c'est quand même pas neutre pour nous, nous protège par exemple d'objets qui viendraient de l'espace lointain et qui, grâce à Jupiter, nous protège, nous, la Terre, de collisions. Voilà, mais Jupiter a un rôle extrêmement important et on a besoin de mieux comprendre Jupiter. Ça vous fait rêver les vraies voix? Alors, je vous avoue, sincèrement, non, ça me fait rêver, mais je ne connais pas vraiment bien ce sujet, j'ai l'honnêteté de le dire. Mais c'est passionnant. Non, mais c'est passionnant, ouais. Justement. Mais est-ce que dans ce genre de projet, monsieur, est-ce que des fois on a le doute, on se dit qu'on n'y arrivera pas? Vous voyez, je me pose une question un peu de néophyte, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit on n'arrivera pas à concrétiser ce genre de projet qui est extraordinaire, je l'avoue, hein, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais qui est bien sûr très intéressant. Est-ce que des fois vos équipes doutent et des fois vous dites on n'y arrivera pas? Alors, effectivement, la science, d'abord par essence, la science, elle doute. Et la science, c'est du questionnement permanent. Alors, ce sont des sujets qui sont préparés depuis longtemps, en l'occurrence, puisque ça fait 10 ans à peu près, 2015, que le lancement a été donné, hein, pour cette sonde. C'était donc en gros 10 ans de réflexion encore avant, et c'est 10 ans de travail devant nous. Voilà, ou devant les équipes, hein, des scientifiques. Moi, je rappelle que Cité l'Espace, c'est un site de vulgarisation. C'est-à-dire, nous, on fait l'interface entre justement les scientifiques, les ingénieurs et autres, et le grand public, les scolaires, les jeunes, les auditeurs comme vous et tout cela. Mais par essence, oui, par essence, c'est toujours un doute. Le lancement est déjà une phase extrêmement critique, hein, ce qu'on appelle les phases dynamiques, qui présentent évidemment des risques. On a connu des échecs de lancement. Voilà. Et puis, la sonde, pour le moment, on appelle ça dans une trajectoire nominale, c'est-à-dire qu'elle est bien effectivement en bonne voie, bonne vitesse, mais voilà, il y a toujours évidemment un risque par rapport à ça. Toutes les recherches qui vont être menées pendant les 3 ans et demi de la mission, lorsqu'elle sera autour de Jupiter et de Ganymède, ont été ou sont en train d'être répétées justement pendant ce voyage pour être sûr d'identifier toutes les questions, ou en tout cas toutes celles qu'on imagine aujourd'hui, peut-être poser. C'est une très bonne question. C'est extrêmement complexe, effectivement. Une question rapide de l'extraterrestre des vraies voix, Philippe Bilger. Je suis encore plus ignorant que mon ami René Fuchs. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Imaginons que le doute devienne une certitude absolue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on va découvrir sur Jupiter? Quels sont les effets qui vont permettre le progrès sur Terre, par exemple, dans la recherche? En moins d'1 minute, Jean-Baptiste Desbois. Alors, en moins d'1 minute, effectivement, le spatial, c'est un des domaines d'activité qui tire la recherche vers le haut, qui tire un pays vers le haut. Si je prends le GIEC, par exemple, les indicateurs pour le climat, plus de la moitié des indicateurs proviennent de l'espace et en même temps bénéficient grâce à l'espace d'outils permettant de travailler le climat, non seulement dans les analyses, mais également, je prends un exemple, les panneaux solaires. Si on prend tout simplement cela, c'est notamment le spatial qui a généré le développement de la technologie et de leur implémentation. Donc, il y a ces dimensions. Après, c'est la dimension de la connaissance, cette envie
cette curiosité que nous portons en nous. Et puis, comprendre Jupiter, c'est mieux comprendre le système solaire, c'est mieux comprendre la Terre et son évolution. Un mot, Loïc Le Floch-Prigent, mais très court alors. Ah oui, très court. Réponse à Philippe, la curiosité est l'essentiel de l'humanité. Par conséquent, c'est la curiosité qui amène au progrès, quelle qu'elle soit. Mais s'il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de progrès. Bon, en tout cas, on va pas déménager sur les lunes de Jupiter. Hein. Non, on n'ira pas en émission délocalisée sur une lune de Jupiter. Sinon, on arrive dans 8 ans. Il va falloir nous remplacer pendant longtemps. Merci. Non, mais vous allez délocaliser à la Cité d'Espace. Ah ben ça, on viendra avec un immense plaisir. Alors là, c'est vraiment un musée fabuleux. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Desbois. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse. Dans quelques instants, notre grand débat retraite, quelle que soit la durée, la décision, du Conseil constitutionnel, le mouvement social va-t-il durer? Vous êtes 88,9% à dire oui. Vous voulez réagir avec nos vraies voix? Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Édition spéciale jusqu'à 19h30 des vraies voix avec un trio de choc de 3 vraies voix. Et on a une nouvelle vraie voix qui est arrivée. Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent, René Chiche. Et c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sous pression, sans doute comme jamais dans son histoire, le Conseil constitutionnel, ultime arbitre de la République, fait l'objet de bien des attentes. Je préférerais que le Conseil constitutionnel censure cette loi. Même s'il retoque une partie, mais au moins retirer cet âge légal là, de 64 ans. J'espère qu'il acceptera le référendum d'initiative partagée, parce que la loi, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Par contre, je pense que la rue doit se mobiliser pour que ce référendum ait lieu. 2 membres du Conseil constitutionnel sont d'anciens ministres d'Emmanuel Macron. 2 autres ont été nommés par Richard Ferrand de la majorité. Laurent Fabius n'est pas du tout Macron compatible et c'est lui qui pourrait avoir le dernier mot lors de la décision. Le Conseil a annoncé qu'il rendrait sa décision ce vendredi. 1 million de manifestants hier selon la CGT, 380 000 selon le ministère de l'Intérieur. La 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était à la baisse. Et après 3 mois de crise politico-sociale, c'est le jour J, puisque les sages du Conseil constitutionnel rendront leur verdict dans moins d'une demi-heure à 18h et ce sera bien évidemment en direct sur Sud Radio. Il y a déjà des manifestants dans les rues, nombreux devant l'hôtel de ville de Paris. Il y en a aussi a priori à proximité du Conseil constitutionnel avec de forts barrages de police. Et on vous pose donc cette question, retraite, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, le mouvement social va-t-il durer? Et vous êtes 89,5% à dire oui. Avec nous, c'est une vraie voix, c'est un syndicaliste et un patron à la fois. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Vous êtes ici, vous êtes chez vous on peut dire. Quasiment, mais on se coûte plus avec Philippe. On était ensemble ce matin dans les bras l'un de l'autre pendant 1 heure. Donc oui, écoutez, ça, votre vie privée ne nous regarde pas. Ça chez Michou. Allez, on va faire un tour de table des vraies voix. Et vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Venez dialoguer avec les vraies voix pour dire pour moi ça va continuer, pour moi ça ne va pas continuer, pour moi ça va continuer et ça va même empirer. On vous attend et c'est la voix d'Aude qui vous accueillera au 0826 300 300. Philippe Bilger, 88,9% pensent que ça va continuer. En général, aux interrogations pertinentes de Sud Radio, sur ces problèmes-là, les réponses majoritairement sont pessimistes, c'est clair. Mais moi, j'ai rejoint, je l'ai dit à plusieurs reprises, la phrase de Laurent Berger, qui avait été vivement critiqué par Emmanuel Macron, lorsque Laurent Berger disait que la crise sociale était devenue une crise démocratique. Et j'ai l'impression, après avoir vanté la connaissance du droit par les citoyens et quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, je crois que la mission du président sera extrêmement difficile. De toute manière, il a renoué un lien de confiance, un lien, dirais-je, même tout court, avec les Français. Ça ne peut plus durer comme ça, quelle que soit l'importance du droit, quelle que soit la décision du Conseil. Il faut que le président ouvre un chapitre où il tente, peut-être désespérément, de nouer une relation avec les Français qui les rassure, qui leur enlève le désespoir, qui leur redonne de la confiance. Et évidemment, on en est très loin. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron peut redonner de l'espoir et de la confiance aux Français? On vous attend au 0826 300 300. René Chiche. Alors,
pour répondre à la question que vous avez posée, Philippe, est-ce qu'il y aura encore un mouvement social, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel? D'abord, ça dépend de quelle ampleur on parle au niveau de ce mouvement social qui durerait ou pas. En plus, il ne faut quand même pas oublier que Laurent Berger a dit que il n'y aurait pas, pendant 6 mois, de manifestations de la part d'événements, je ne me trompe pas, de la part de la CFDT, absolument, qui stopperait tout mouvement social pendant 6 mois, selon la décision du Conseil constitutionnel. Donc déjà, si la CFDT... Après, il faut voir la base. Oui. Non, mais attendez, justement, je termine. Si la CFDT, déjà, sous l'impulsion de Laurent Berger, ne stoppe ces mouvements sociaux pendant 6 mois, ça fait déjà quand même un mouvement social qui sera quand même largement handicapé. Maintenant, il y a effectivement, à mon avis, une autre base, peut-être pas de la CFDT, mais des gens peut-être plus fermement opposés non seulement à cette loi, mais qui sont aussi essentiellement anti-macronistes de base, qui vont tout faire pour faire du désordre. Ça, c'est une possibilité. Donc, mais je pense que quand même, l'attitude de la CFDT, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, et celle de Laurent Berger, qui a dit que pendant 6 mois, il n'y aurait pas de nouveaux mouvements sociaux ou de manifestations sous son impulsion, c'est quand même très important pour quand même réduire un petit peu l'ampleur de ce mouvement social. Loïc Le Floch-Prigent. Je voudrais revenir sur une image qui passe de temps en temps à la télévision, qui est Macron et les patrons contre les autres. Alors, c'est là où j'ai une interrogation fondamentale qui n'est pas apparue tout au long des discussions sur le sujet. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les patrons sont d'accord avec Macron? Sur quoi? J'ai toujours pas compris. Pour l'instant, le MEDEF et la CPME ont plutôt soutenu la réforme des retraites. Plutôt soutenu, tu dis? Moi, j'ai pas ce sentiment. Moi, je n'ai pas entendu de rapport entre les patrons et cette réforme d'aucune nature. Moi, en ce qui me concerne, on m'a jamais interrogé. Je suis le patron, on m'a jamais interrogé. On m'a dit, est-ce que ça n'intéresse pas? Donc, on a l'impression. Et le patron que je suis se trouve, si jamais les gens sont en grève, avec non pas des gens qui sont en grève contre moi, comme en général contre un patron, mais contre l'État. Et je suis là, alors vous faites grève, très bien, parfait. Pourquoi? Vous voulez quelque chose? Ah non, je veux rien, c'est l'État qui doit faire. C'est complètement fou. La situation actuelle est complètement folle parce qu'effectivement, les patrons ne se sont pas exprimés. Alors, je sais qu'à l'intérieur des mouvements patronaux, et je suis un membre d'un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, j'ai un certain nombre de positions qui ne sont pas les positions de Macron, qui ne sont pas non plus les positions des syndicats. Donc, je veux dire, moi, pour l'instant, en tant que patron, on m'a jamais demandé mon point de vue et je suis capable de le dire et de le développer, mais on m'a jamais demandé mon point de vue. Que vous êtes patron, venez nous donner votre point de vue pour le confronter aux vraies voix. Joseph Touvenel pour faire le juge de paix de vos 3 confrères vraies voix. Je peux pas me permettre de faire le juge de paix, mais je rejoins Loïc Le Floch-Prigent. C'est quand même curieux que la partie patronale ait été une grande absence sur ce débat qui concerne en premier chef les entreprises. Surtout qu'on aurait pu dire tout simplement, c'est quand même curieux, le système des retraites, il faut qu'il évolue, mais du côté du privé, il est à l'équilibre, il y a 78 milliards de réserves. Patron État, occupez-vous de votre déficit et laissez-nous gérer dans notre coin ce qu'on gère pas si mal. Pour la question de savoir comment ça va continuer, ça continuera. Sous quelle forme, je ne sais pas, parce que la décision qui va être prise là ce soir, ça ne sera pas le texte est retoqué. Une partie du texte sera certainement retoquée. Déjà, je voudrais vous poser une question. Rendre une décision un vendredi à 18h, une veille de week-end, est-ce que c'est pas quand même un peu fort de café, vous me passerez l'expression, pour miser que bon, les gens seront en week-end, il n'y aura pas de manif? On va dire que c'est bien joué. Oui. Voilà, c'est pas. On verra si ça marche. Sur le fond, il y a une décision très importante, c'est référendum ou pas référendum. Si le Conseil constitutionnel dit référendum d'initiative partagée, c'est non. C'est du 49.3 puissance 10. Les gens ne comprendront pas. Absolument. S'il dit oui, il y a 9 mois pour réunir 4 800 000 signatures. Et il y a un sondage qui dit que 64% des Français sont prêts à 74% sont prêts à signer, ça fait largement plus de 4 millions. Et ça veut dire que pendant 9 mois, il y aura toute une activité pour combattre la loi, puisqu'on nous a dit qu'elle est... Emmanuel Macron l'a encore dit, je crois, hier ou ce matin, elle serait promulguée très vite. Il y aura toute une activité contre la loi, contre le texte, en disant on va au référendum. Et puis, il y a une partie non négligeable et fort condamnable, c'est l'agitation de l'extrême gauche
l'espèce de guérilla urbaine qu'ils ont commencé, qui continueront sûrement, malheureusement, et ils vont profiter et surfer sur le mécontentement. Et je suis d'accord avec Philippe, hein, et ce qui a été dit, René aussi on a un peu parlé. Le mécontentement dépasse la loi que pas grand monde ne connaît en fait, parce qu'il y a un mécontentement général sur la situation de la France, la dégradation de la France chez nous et à l'étranger, dans notre image, ça touche le peuple français, ça. Les problèmes de fin de mois, avec l'énergie de plus en plus chère, Loïc Le Floch-Prigent en parlerait mieux que moi, mais enfin on nous a mis dans le mur de façon considérable, et tout ça fait un amalgame qui fait que socialement, à mon sens, ça va malheureusement... Oui, mais Joseph, le problème, c'est que il faut à un moment qu'on n'aggrave pas la situation. C'est-à-dire que d'un côté... nous avons tenu bon dans les entreprises, comme vous l'avez très bien dit. Cette réforme a été essentiellement une réforme pour le public et les entreprises publiques. Les patrons et l'ensemble de l'activité privée n'est pas touchée par cette affaire. Elle aurait été touchée si jamais à l'intérieur de la réforme, il avait été dit quelque chose sur le sujet. Il n'a été rien dit. Alors si, le privé est touché. Il est touché. Non, il n'est pas touché. Mais non, il n'est pas touché. On n'a pas de problème, nous. On n'a rien demandé. Mais si, une mère de famille qui travaille dans le privé, elle voit ses droits baisser. Ce qui est complètement délirant quand on parle de la retraite par répartition, puisqu'il faudrait aider la natalité. C'est même contre-productif. Mais nous n'avons pas eu de problème dans l'industrie privée à l'égard de l'ensemble de nos salariés concernant ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas remonté à l'intérieur des sociétés de 85% de l'industrie, aujourd'hui, n'a pas été touché par ça. Les gens ne se sont pas dit, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait, monsieur le patron, que vous alliez voir le gouvernement. Rien, il n'y a rien eu. C'est un sujet, parce que le problème de la retraite est un sujet qui est aujourd'hui traité avec les invités et qui ne se pose pas chez nous. Alors, il se pose peut-être chez les fonctionnaires, il se pose peut-être à la SNCF, il se pose peut-être à l'EDF, chez nous, il ne se pose pas. Voilà, c'est ça que vous avez raison, et ça rejoint aussi le mécontentement, c'est le mensonge. Nous, que ce soit du côté syndical ou du côté du gouvernement, nous parler de l'âge à tout moment, ça ne veut strictement rien dire. C'est ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn dans sa tribune. À côté, je ne mets pas la durée. Un âge sans la durée, moi je peux vous repromettre la retraite à 55 ans, mais si je vous dis il faut 43 ans de cotisation, pour travailler à 12 ans, avoir du mal à l'avoir. C'est aussi ça, c'est le langage et les filles. Hein. Je vous promets et donc vous avez raison, c'est la durée qui compte. Ce totem de l'âge de la retraite ne nous concerne pas, nous, patrons, en général. On est lent, mais on a compris. Vous aimez répéter. Absolument, parce que je pense que je ne suis pas compris, puisque depuis des semaines et des semaines, on dit des bêtises. Mais vous êtes une clarté à l'égard de vous-même. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors, votre réaction parmi cette bande de joyeux drilles, mais qui parle sérieusement. Je vous ai écouté très attentivement. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, évidemment. C'est le but. Bon, par contre, d'accord avec le dernier monsieur. Je suis désolée. Loïc Le Floch-Prigent. Non, avant. Joseph Touvenel. Voilà, plutôt d'accord avec ce qu'il disait. Après, moi, personnellement, je pense et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, selon quelle que soit la décision. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que c'est au-delà, effectivement, de la réforme des retraites. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les gens sont très en colère. Les gens... En fait, il y a il y a de l'affect, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire que les gens ont pris une claque. C'était trop. C'était pas le bon moment. C'était pas la bonne... Moi, je suis pas contre la réforme de retraite sur le principe, mais pas celle-là. En plus, nous, les femmes, si j'ai bien tout compris... On n'est pas très... on ne sont pas gagnantes. Les femmes n'y gagnent pas. Non, on n'est pas très gagnantes. Hein. Moi, j'ai arrêté de travailler 7 ans. Je pense que, je vais travailler. La retraite, je ne la toucherai jamais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le problème. Mais je pense que là, il y a vraiment une colère. Et puis l'attitude, vraiment l'attitude, depuis 4 mois, du président, de tout le monde. Ils nous ont menti. Ils nous ont... méprisé. Corinne, c'est ce que j'avais dit. Oui. Restez avec nous. Je vais faire réagir les vraies voix. Ce que dit Corinne, c'est quand même intéressant. Moi, la retraite, j'ai fait une croix dessus comme j'ai arrêté de travailler pendant 7 ans. Mais il y a quand même une question. Elle dit, on s'est moqué de nous. Est-ce que vous ne pensez pas, notamment, l'affaire des 1200 € de retraite, qui était sortie d'un chapeau, on ne sait même pas lequel, puis c'était 100% de la population, puis après c'était pratiquement personne. Et est-ce que, comme le dit également Corinne, ça ne va pas beaucoup plus loin, que c'est pas une montée de fond entre
contre le déclassement de la France, contre évidemment la réforme des retraites, contre le personnage de Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, René Chiche. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça aussi provient d'une situation depuis 2-3 ans. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, et puis surtout actuellement, moi je crois qu'il y a surtout, au-delà de la retraite, c'est que les gens sont vraiment préoccupés par quelque chose de très simple, c'est leur pouvoir d'achat. Ce qui compte vraiment pour les gens, quoi qu'on dise, c'est ce qu'ils ont sur leur compte en banque et dans leur portefeuille. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des gens ont de moins en moins d'argent. Donc ça compte. Ça compte aussi bien sûr la retraite. Mais je crois que c'est, à mon avis, le pouvoir d'achat qui compte encore plus. Et je voulais quand même poser une question à Joseph, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je voulais revenir quand même, si je peux me permettre, à l'attitude de la CFDT à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que si Laurent Berger met en pratique ce qu'il a dit, c'est-à-dire un petit peu stopper son implication dans l'intersyndicale, est-ce que vous ne pensez pas, comme je le pense moi, peut-être que je me trompe, parce que vous êtes quand même plus spécialiste que moi, même si je connais un petit peu quand même, mais est-ce que vous ne pensez pas que quand même le mouvement social, parce que c'est quand même la question du dossier, va quand même être moins important, et même s'il y aura quelques éléments qui vont bien sûr perturber, est-ce que quand même la CFDT a un rôle quand même important dans cette intersyndicale? Qu'est-ce que vous en pensez? Joseph Touvenel, vous avez le temps de la pub pour réfléchir à votre réponse, ça va? Eh bien c'est parti, on se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Loïc Le Floch-Prigent. Notre invité Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC pour ce débat. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, le mouvement social va-t-il durer? Vous êtes 89,9% à dire oui. Joseph Touvenel, la question de René Chiche juste avant la pause. Que pensez-vous de l'attitude de la CFDT, 1, et 2, que pensez-vous de l'attitude du président de la République qui propose aux organisations syndicales de les rencontrer en début de semaine prochaine, c'est-à-dire mardi? Alors 2 choses, le mouvement social, il peut continuer sous d'autres formes. Et à mon sens, ça continuera sous d'autres formes. Ce qu'a dit la CFDT, mais ils ne sont pas seuls. Si je prends CFDT, CFTC, CGC, ils sont majoritaires. Ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pour signer des accords, il faut faire 50%. À eux 3, ils font 50%. Ils vont avoir, et ils ont déjà, une position plus modérée, qui est de dire, nous continuerons à lutter contre ce texte, même s'il est promulgué, mais pas sous la même forme. On n'appellera pas à aller dans des manifestations toutes les semaines, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer sous une autre forme. De l'autre côté, on a une CGT qui visiblement devient de plus en plus radicale. On a des mouvements comme Sud et l'extrême gauche qui s'agitent. Et il y aura très certainement, au niveau de l'intersyndicale, pas lundi, ils vont se voir lundi. Ça va discuter dans tous les sens ce week-end. Je pense pas que ça te lâche lundi, mais à un moment donné, les uns vont continuer à occuper le terrain, à bloquer les trains, à bloquer les routes, faire toutes ces facéties qui ne rendent service, à mon sens, à personne, parce que tout le monde en souffre, à commencer par les salariés, les entreprises, l'économie, donc c'est pas une bonne idée. Puis l'autre partie de l'intersyndicale qui agira différemment, mais le gouvernement qui propose de négocier, de discuter de tel et tel sujet, va avoir une table vide avec personne. Mardi, je ne sais pas, la décision sera prise lundi, s'ils y vont, s'ils y vont pas. Ça dépend aussi de ce que va dire le Conseil constitutionnel, certainement. Philippe Bilger veut réagir. Enfin, je voulais dire que, d'ailleurs, que de toute manière, on évoquait... D'ailleurs, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Non, mais sérieusement, juste avant que René pose une question, on était en train d'aborder un problème. Je voulais dire, il ne faut pas sous-estimer tout de même le fait que Laurent Berger, vous l'avez dit René, a une influence considérable dans l'intersyndicale, même avec les autres syndicats modérés, si j'ose dire, et que, en réalité, c'est lui qui va continuer à donner le là, en quelque sorte, et il a dit je prendrai acte de la décision du Conseil, et donc le délai de décence, est-ce que c'est en effet arrêter les manifestations ou si simplement un temps de temporisation avant d'accepter d'aller dialoguer avec il a dit que c'était arrêter les manifestations, voilà, mais il n'a pas dit que c'était reprendre le dialogue avec le gouvernement, et il n'a pas dit que c'était arrêter toute revendication sociale. Mais arrêter les manifestations pendant au moins 6 mois, il a dit. Voilà. C'est ça. Et en fait, je voulais dire, vous avez noté que, imaginons que le référendum d'initiative partagée soit un succès, il n'annule pas la loi. Alors, avant de donner la parole à Loïc Le Floch-Prigent, une info qui tombe à l'instant, l'entourage du président a annoncé que si le Conseil valide le texte de la réforme des retraites, elle sera promulguée dans les jours suivants, c'est-à-dire samedi, dimanche ou lundi. Là, ça irait vraiment
un rythme de concorde. Ouais. Enfin, pas de concorde sociale, mais de concorde l'avion. Loïc Le Floch-Prigent. Donc, on est en train de parler des entreprises et de ce qui se passe. Et ce qui se passe au niveau syndical et de la colère générale. Alors, la première chose, c'est que si jamais, effectivement, l'inflation est allée plus vite que les augmentations de salaire, ce que tout le monde peut considérer, et que les patrons considèrent, c'est pas la peine de raconter de bêtises, on sait bien que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que les salaires aillent aussi vite que l'inflation. Et on ne peut pas. Et on ne peut pas pour des tas de raisons, en particulier parce que nous sommes plus compétitifs à cause de l'ambiance générale en France, et par ailleurs à cause du prix de l'électricité, du prix de l'énergie qui nous a mis dans le lac, alors que c'est une responsabilité gouvernementale et non pas la responsabilité de notre part. Donc nous sommes dans une situation difficile. Par conséquent, si jamais aujourd'hui on a, ou demain, on a une difficulté importante parce que les choses continuent, nous, il va falloir, en tant que patron, on ne sera pas forcément d'accord, tous les patrons. Je ne suis pas forcément d'accord avec les patrons du public dans la matière. Et il va falloir qu'on se mette dans le jeu et qu'on dise, bon, est-ce que vous voulez qu'on arrive ensemble à augmenter les salaires et augmenter le niveau de vie, ou est-ce que vous voulez qu'on régresse parce qu'on est en régression aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas compétitifs, et par conséquent, nous ne pouvons pas augmenter vos salaires. C'est ça la réalité. Je ne comprends pas pourquoi vous nous parlez, et sans rire, des patrons en permanence. C'est de la France qu'il s'agit. Oui, mais il se trouve que dans le dispositif tel qu'il est, il y a d'un côté le gouvernement et de l'autre côté les syndicats, les partenaires sociaux. Et dans les partenaires sociaux, il y a les patrons qui n'ont pas ouvert la bouche et qui ne sont pas concernés depuis le départ par cette réforme, qui n'ont pas exprimé ce qu'ils entendent. Si vous connaissez les uns et les autres ma position sur les retraites, ou la position d'un certain nombre de mes copains, vous pourrez me le dire. Mais moi, il se trouve qu'on ne nous a jamais rien demandé en la matière. Et par conséquent, à un moment, il va falloir qu'on rentre dans le jeu, et si jamais nous ne rentrons pas dans le jeu, effectivement, nous serons en difficulté. Le mot de la fin en 10 secondes. Il y aura une très grosse manifestation le 1er mai. Oui. Qui réunira tout le monde certainement. C'est dans 2 week-ends. 2. Loïc Le Floch-Prigent vient de mettre le doigt sur quelque chose, qui est le problème français, mais il n'y a pas que ça. Imaginez ce qui se passe sur le dollar et ce qui se passe au niveau financier. On a vu l'écroulement d'un certain nombre de banques, et ça peut avoir un retentissement sur l'économie française et sur nos picaillons, tout bêtement. Et ça, c'est des éléments qu'on ne contrôle pas et qui peuvent en rajouter dans le désordre que l'on connaît, et il ne faut pas le négliger. Une alerte info qui tombe à l'instant, qu'on est en train de cliquer, ça tombe vraiment à la seconde. Retraite, le Conseil constitutionnel rejette 6 dispositions, dont l'index senior. On se retrouve tout de suite pour le journal, et on va décrypter en priorité au direct. On se retrouve tout de suite. Merci Joseph Touvenel. Merci à vous. Merci Joseph. Les cavaliers. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Édition spéciale, pas de journal puisque le journal est dépassé, puisque les informations commencent à tomber. Vous aurez en direct, si elle a bien lieu, parce qu'elle devait commencer à 18h, la conférence de presse depuis le Conseil constitutionnel. Mais on va faire le point sur les premières infos qui tombent. Félix Mathieu. Oui, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme des retraites, à commencer par la fameuse mesure d'âge, les 64 ans. Le report de l'âge légal à 64 ans, validé par le Conseil constitutionnel. C'était quand même le chiffon rouge des oppositions. Les sages qui rejettent par ailleurs quelques mesures du projet gouvernemental, comme la création d'un index senior. Pas de quoi calmer la colère des opposants à la réforme des retraites, puisque c'est pas pour ça qu'ils se mobilisaient. Autre revers d'ailleurs pour les oppositions, le Conseil constitutionnel dans le même temps rejette la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche, tout en sachant qu'une seconde demande déposée ultérieurement pourrait faire l'objet d'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Ça serait pour le 3 mai. Absolument. On va faire le point avec nos vraies voix. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On attend bien évidemment vos appels, et je le rappelle, priorité au direct. Si jamais il y a bien une conférence de presse, ce qui était théoriquement prévu
On partira en direct. Philippe Bilger, surpris par ces décisions je n'étais pas enthousiaste hier. Je présumais que, sans avoir de lumière singulière sur la chose, que le Conseil constitutionnel allait valider l'essentiel des dispositions de la loi. J'aurais pensé que tout de même, par une sorte d'habileté politique et pour diminuer la chaleur de la tension sociale, il validerait le référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas au nom de quoi il l'a refusé. Il a probablement une excellente argumentation pour ça. Mais ce que je crains, c'est que, et René le disait tout à l'heure, la validation de l'essentiel de la loi, le rejet du RIP, mon Dieu, va faire monter la température du pays à un degré inimaginable. René Chiche. Alors, moi, je suis pas trop surpris par les décisions qui viennent d'être annoncées. On s'y attendait un peu quand même. On disait hier dans Les Vraies Voix que ce serait retoqué à la marge. Voilà, exactement. Et avec Françoise. Même Françoise de Gaulle disait. Exactement. Elle était contre. Elle pensait que... Elle espérait, elle disait on aura peut-être une surprise. Elle pensait une censure totale peut-être pas. Non, quand même pas. Françoise, tu peux nous appeler au 0826 300 300. Donc moi, je suis pas trop surpris par ce qui vient d'être annoncé. Alors, en ce qui concerne le RIP, bon, ça, comme a dit Philippe, on ne sait pas sur quelle quelle base exactement le Conseil constitutionnel a pris ses décisions. Maintenant, ce point précis, c'est à mon avis, c'est ça qui risque d'attiser la colère de ceux qui sont fondamentalement opposés non seulement à cette réforme, mais encore une fois, comme je le répète, qui sont fondamentalement opposés, en fait, surtout à Macron. Alors ça, ils vont encore plus, je veux dire, être en colère. Et par contre, dernière chose, pour Macron, le président Macron, pardon, c'est peut-être une semi-victoire parce qu'il va quand même annoncer que pour lui, sa réforme a été quand même validée. Et il va certainement ensuite tenter d'instaurer un nouveau dialogue social avec les points qui ont été invalidés, comme par exemple l'index senior, etc. À mon avis, il va essayer d'instaurer un nouveau dialogue social avec les syndicats sur le fameux travailler mieux. Et il va essayer d'instaurer des mesures qui sont un peu plus sociales, pour tenter d'apaiser la colère des gens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les gens, les syndicats qui peuvent respecter le débat, etc. Il y a aussi toute la base un petit peu incontrôlable qui, là, risque d'être extrêmement compliquée justement à contrôler dans les prochaines semaines. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, donc je pense que effectivement le totem a gagné, mais que c'est seulement le totem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Sur l'index senior, nous avons les uns et les autres donné notre avis en tant que responsable de l'industrie des entreprises, en disant que nous avons suffisamment de contraintes et on n'a pas envie d'en avoir d'autres. Et si jamais ce rejet général et cette colère qui monte conduit de nouveau à nous imposer des contraintes, nous on va baisser le rideau en tant que patron. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus des contraintes qu'on nous fixe, alors que l'État lui-même ne se fixe aucune contrainte vis-à-vis de son personnel et des entreprises qu'il dirige. À un moment, il va falloir ce sujet que je commence à commenter depuis quelques minutes est le sujet fondamental. C'est-à-dire que aujourd'hui, la retraite par capitalisation, elle est chez les fonctionnaires, mais nous n'en avons pas chez mais depuis 30 ans, l'après-fonds et le CREF, ça existe depuis 30, 40, voilà. 50 ans. Les gens du privé, il y a eu une loi votée, c'était la loi Thomas, qui a été abrogée après la dissolution de 97. Absolument. Et donc nous n'avons pas ouvert ce qui est fondamental pour les fonds propres des entreprises, etc. Donc il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas été ouverts parce qu'on n'a pas voulu les ouvrir. On a pris le totem de 64 ans. Ce totem de 64 ans, moi, à la limite, ce n'est pas l'élément dominant et je suis prêt à manifester avec les salariés le 1er mai, mais je voudrais que l'entreprise soit préservée et que si jamais, après ça, on fait une loi travail qui va conduire à mettre des contraintes supplémentaires pour les patrons et soi-disant pour les travailleurs, je pense qu'on va être dans l'horreur absolue pour les entreprises. Et donc je voudrais éviter que ceci se transforme en catastrophe nationale pour les entreprises et pour l'industrie. Je voudrais vous faire une remarque à tous et vous faire réagir sur la forme. On nous avait promis une
conférence de presse du Conseil constitutionnel à 18h. Dans 8 secondes, il sera 18h et 8 minutes. Alors, excuse-moi Philippe, vous êtes sûr que c'était une conférence de presse? C'est une conférence de presse, c'est ce qui était prévu. C'est les journalistes qui sont là qui posent des questions. Une allocution à la presse qui était prévue, si je ne m'abuse. Oui, c'était annoncé. L'agenda de l'agence France Presse annonçait une conférence de presse à 18h. Voilà, c'est l'AFP qui l'avait annoncé. Une conférence. Parfois, une conférence de presse, on pose pas de questions. C'est juste un représentant du président du Conseil constitutionnel ou le président qui vient, qui dit voilà, on n'a pas validé tel article pour X, Y, Z raison. On a validé tel article pour X, Y, Z raison. Déjà, on en parlait tout à l'heure avec Joseph Touvenel, le fait de faire l'annonce à 18h un samedi soir, est-ce que ça ressemblait pas un peu à de la provocation? Un vendredi soir. Est-ce que ça ressemblait pas Est-ce que ça ressemblait pas un peu à de la provocation? Mais là, carrément annuler la conférence de presse. Est-ce que là, alors que tout le monde attendait les explications du Conseil constitutionnel, est-ce que là, c'est vraiment pas jeter des bidons d'essence sur le feu, Philippe Bilger? Mais ça pourrait être le contraire, Philippe. D'une certaine manière, ça prouve peut-être la peur du Conseil constitutionnel avec le dispositif autour de lui pour éviter, paraît-il, les pressions, les influences. Je pense que peut-être le Conseil constitutionnel lui-même a conscience du caractère peut-être juridiquement impeccable de sa décision, mais en même temps de son côté provocateur. Oui, en plus, bon, je pense que on a une peur bleue. Non, mais en plus, dans toute son histoire, je pense pas que le Conseil constitutionnel ait déjà donné des conférences de presse. Je pense pas que le Conseil constitutionnel se soit déjà exprimé avec une conférence de presse pour annoncer une décision. Ça serait la première fois. Donc moi, je trouve assez. Moi personnellement, je trouve. Je sais pas, parce que là, on est un peu dans l'ambiguïté. Est-ce qu'ils ont suspendu leur conférence de presse? On aimerait le savoir. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Est-ce que c'était vraiment décidé encore jusqu'au dernier moment, ou bien c'était juste une allocution, une déclaration, un communiqué? Donc ça, c'est un peu... Loïc Lefleur-Prigent, sur la forme, est-ce que ça pose pas des questions? Depuis le départ, tout ça sans l'amateurisme de tous les côtés. Alors qu'on arrive avec des gens aussi distingués que le Conseil constitutionnel à faire de l'amateurisme, alors les bras m'en tombent. Mais je pense que effectivement, plus personne, ce pays avait le cul par-dessus tête, et est incapable de savoir comment fonctionner. Et donc là, c'est une belle illustration d'un dysfonctionnement majeur pour moi. Hein, on ne peut pas attendre aussi longtemps pour arriver à quelque chose qui n'existe pas. Et chaque parti maintenant est en train de faire sa conférence de presse sur le sujet, sans trop savoir pourquoi la décision a été prise et comment. Tout ça est vraiment l'organisation du chaos. Alors, si c'est ça qu'on a voulu faire le vendredi soir, eh bien, passer un bon week-end avec de la pluie ou du soleil, comme vous voulez, mais c'est l'organisation du chaos que nous avons devant les yeux. Philippe Bilger, vous pensez que c'est l'organisation du chaos? Venez nous le dire au 0826 300 300. On a notre vraie voix du jour qui attend depuis un certain temps, Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors, comment réagissez-vous aux décisions du Conseil constitutionnel? On vient de recevoir le communiqué de presse qui fait 4 pages et on va le décrypter dans quelques minutes, mais on vous écoute, Corinne. Surprise par cette décision de quasi-validation de l'intégralité du projet de loi? Du projet de loi. Non, pas vraiment surprise, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais j'avais un tout petit espoir quand même, mais là, je suis dépitée, en fait. Je suis clairement dépitée, parce qu'effectivement... Et ben en fait, on n'écoute pas le peuple, quoi. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas. Je sais que vous allez me dire le contraire, mais c'est pas démocratique. J'espérais qu'ils valident au moins le RIP. On aurait eu l'impression. Alors, je vous redonne la parole. Le RIP n'a pas été validé, mais il y a une seconde demande de RIP qui sera jugée par le Conseil constitutionnel le 3 mai. On est le 14 avril, c'est-à-dire dans grosso modo 3 semaines. Voilà. Oui, mais après, maintenant, j'attends plus rien de toute façon. Voilà, vraiment, c'est pas une. Je suis dégoûtée, mais en fait, je suis pas surprise parce qu'en fait, quand on voit le Conseil constitutionnel, les gens qui sont dedans, c'est pas une grande surprise, mais bon. Je comprends pas, je comprends pas tout ce qui se passe depuis 4 mois. J'avoue que, comme vous disiez, en fait, tout à l'heure, j'ai pas pu réagir, mais par rapport aux propos de René Six, qui disait qu'effectivement, il y a plus important que la réforme des retraites. Il y a le pouvoir d'achat, tout le monde est galère, clairement.
Quand on va faire les courses, c'est une catastrophe. Bientôt, on va devoir faire un choix entre manger ou mettre de l'essence pour aller travailler. Oui. Ça, c'était important. Je suis d'accord. Qu'à l'heure actuelle, il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps, il y a 43% des plus pauvres qui ont sauté un repas. Mais ça, c'est grave. C'est hyper grave. Et en fait, personne... Enfin, on en parle, mais vite fait, quoi. René Chiche, je veux échanger avec vous, Corinne. C'est Corinne, hein, ça Corinne, oui. Bon, alors, j'ai le même ressenti que vous, Corinne. Hein. Bien sûr que cette réforme de la retraite est très importante, mais lorsqu'on est dans ce qu'on appelle la vraie vie, les gens sont préoccupés par ce qu'ils vont pouvoir acheter à la fin du mois. Est-ce qu'ils vont pouvoir payer leur loyer? Est-ce qu'ils vont pouvoir vêtir leurs enfants? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller en vacances, ne serait-ce qu'un peu de vacances? C'est ça la vraie préoccupation des gens. Bien sûr que c'est important, les 64 ans, mais je pense que les gens sont vraiment principalement préoccupés par ça. Alors par contre, excusez-moi Corinne, j'ai sous les yeux là les fameux... On a sous les yeux l'arrêté du Conseil constitutionnel. Les fameux cavaliers sociaux qui ont été censurés, là, qu'on a sous les yeux. Bon, moi je m'y attendais un petit peu, en toute modestie. Et ce que va faire maintenant le gouvernement, et ce que va faire le président de la République et Dussopt, etc., c'est qu'ils vont maintenant introduire ces cavaliers sociaux censurés dans la future loi sur le travail qui va être débattue, je crois, durant l'été, pour essayer d'instaurer, comme j'ai dit tout à l'heure, un nouveau dialogue social, etc. Maintenant, je vais essayer de faire un petit peu de provocation pour terminer, un tout petit peu. Allez-y. Bon, il y a eu, quoi qu'on dise, mais ça c'est mon opinion, un débat quand même dans le pays, à la fois démocratique, au Parlement, dans la rue, etc. Il y a quand même eu un débat. Bon. Maintenant, il y a une décision du Conseil constitutionnel, qu'on approuve ou pas. C'était un match quand même, là. Une sorte de match entre le gouvernement, l'opposition, les syndicats. Est-ce qu'on peut, des fois, accepter le résultat d'un match? Parce que lorsqu'on n'accepte pas le résultat d'un match, ça veut dire qu'on est mauvais joueur. Attendez, mais je fais exprès de faire une provocation. Hein. On est soit mauvais joueur, soit mauvais perdant. Finalement, il y a eu quand même. Moi, je suis contre la notion qu'il y a une crise démocratique dans le pays. Non, il n'y a pas de crise démocratique. Au contraire, je trouve que la démocratie n'a jamais été aussi florissante qu'aujourd'hui dans tous les domaines, au Parlement, dans les médias, dans la rue, les syndicats. C'est mon opinion, mon cher Philippe. Je vois que vous. Non, mais ah bon, tout à fait le droit de l'avoir. Tout à fait. Et on a le droit d'avoir l'opinion contraire. Tout à fait. C'est ça. Absolument. Mais vous allez la donner après, mon cher Loïc. Merci beaucoup. Voilà. Et donc je termine. Est-ce qu'on peut accepter le résultat d'un match à un moment donné? Corinne, en 30 secondes, parce qu'après... Oui, allez-y, en 30 secondes, une minute. Oui, quand le match a été joué à la loyale. Et là, en fait, pour moi, je pense que pour beaucoup de monde, ça n'a pas été joué à la loyale. Et pourquoi ça n'a pas été à la loyale? Excusez-moi, on ne fait pas passer une réforme des retraites dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors déjà, si. Le 47.1 pour réduire les débats, et après, alors le 49.3, enfin, etc. Même au Sénat, ils ont bloqué les votes à un moment. Enfin non, je suis désolée, pour un sujet aussi grave, et ça n'a pas été joué à la loyale. Il y a eu le 49.3, il y a eu le 47.1. Le 49.3, c'est un outil constitutionnel. Oui, mais... C'est très court, Philippe Bilger. Très court. Attendez, Corinne, Philippe Bilger veut réagir. Alors je garde peut-être... Vous gardez. Restez avec nous, Corinne. Tiens, vous voulez réagir comme Corinne? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos vraies voix vont finir de lire là pendant la pause l'arrêté. Je vais le lire parce que j'ai pas pu le lire comme on passe un peu les plats pour voir ce que ça raconte. J'ai vu un regard effaré de Loïc Le Floch-Prigent. Philippe Bilger a fait des gestes assez bizarres. Tiens, on se retrouve dans quelques instants. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Loïc Le Floch-Prigent, Félix Mathieu, un résumé de la décision du Conseil constitutionnel. Oui, le Conseil constitutionnel qui valide l'essentiel de la réforme, notamment les 64 ans validés par les sages de la rue Montpensier. C'est la mesure emblématique de cette réforme, le report progressif de l'âge légal vers 64 ans. Il aura donc force de loi dès qu'Emmanuel Macron aura promulgué le texte, c'est-à-dire a priori dans les prochains jours. Ainsi, par exemple, sur le choix du 47.1, la procédure accélérée pour les budgets. Vous savez, les oppositions estimaient que c'était un détournement de procédure, cette procédure du 47.1 qui permet de faire adopter les budgets sociaux pour le 1er janvier. Ils disaient que c'était un détournement de l'avoir fait passer pour une réforme des retraites. Eh bien non, répondent les sages, le Conseil constitutionnel. Je cite la décision. Contrairement à ce que soutenaient les requérants, le recours à un tel véhicule législatif n'est pas subordonné à l'urgence, à des circonstances exceptionnelles
ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux. Voilà, le Conseil constitutionnel, en revanche, sans grande surprise, a censuré ce qu'il appelle des cavaliers sociaux, autrement dit, des mesures, des dispositions qui, selon le juge constitutionnel, n'ont rien à faire dans un texte budgétaire. À commencer donc par l'index senior qui est rejeté. Autre rejet, là pour le coup c'est un coup rude pour les oppositions, pas pour le gouvernement. Rejet du référendum d'initiative partagée. Donc voilà, en gros, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de cette réforme des retraites, ce qui forcément crée beaucoup de mécontentement du côté des oppositions. Absolument. Un mot très court. J'avais juste une petite précision à ce que vient de dire très clairement Félix, c'est que pour le RIP, je viens de voir à l'instant que la première demande du RIP a été rejetée. Oui, mais on l'a dit, et la deuxième le sera. On l'a dit 2 fois d'ailleurs. Début mai, une nouvelle décision pourrait être effectivement étudiée. Alors, s'il vous plaît, dans le micro, sinon on n'entend pas. Philippe Bilger, vous êtes un éminent juriste, vous êtes dire le contraire. Vous avez lu les 4 pages du communiqué de presse du Conseil constitutionnel. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis éminent juriste, je ne sais pas si je peux accepter un tel compliment, mais quand j'ai lu la décision du Conseil, il y a quelque chose tout de même au niveau du débat sur la sincérité et la clarté des débats parlementaires qui comme on dit, m'interpelle. Certes, on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel ait une vision très littérale du droit parlementaire. C'est dans la Constitution, par conséquent, c'est valide. En gros, c'est ce qu'il dit. Mais là où je ne le rejoins pas, très modestement, entendons-nous, que puis-je face à 9 sages, c'est dans le fait qu'il dit que l'application cumulative de ces processus qui sont tout de même dérogatoires à la loi ordinaire en matière parlementaire ne porte pas atteinte à la sincérité et à la clarté des débats. Là, je me demande, mais procès peut-être scandaleux, si la tendance fortement conservatrice du Conseil constitutionnel, compte tenu de sa composition, ne lui a pas interdit d'examiner en profondeur si les règles constitutionnelles avaient été respectées dans leur esprit. Ça me perturbe. Loïc Le Floch-Prigent voulait réagir parce que je vous ai vu dodeliner en lisant... J'ai la même impression, beaucoup moins motivé que Philippe, d'une bureaucratie conservatrice qui est incapable de se poser des questions au niveau auquel il faut se poser des questions aujourd'hui, et par conséquent qui n'a pas vu, alors qu'il est constitutionnel, la crise démocratique que notre ami René considère comme inexistante et que moi, je vois poindre à travers à la fois ce texte et les réactions au texte qui sont en train de se développer. Donc je pense qu'il faut bien voir que nous sommes partis sur effectivement un texte où il y a une réforme arithmétique. Cette réforme arithmétique est considérée comme légale et conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Et le problème qu'ils auraient dû se poser, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui devant le Constitutionnel pour dire la réforme arithmétique a raison, ou est-ce qu'on peut interroger la réforme arithmétique en se disant il y a quelque chose derrière qui tient à ce que doit être la France, ce que doit être le travail, etc. Et il lui fallut que le gouvernement fasse un effort de réflexion supplémentaire et ne soit pas obligé de prendre toutes les astuces, parce que c'est ça un peu, toutes les astuces des procédures préparées pour faire passer une réforme, après tout, qui engage le futur, mais qui n'engage pas le futur correctement parce que la réflexion d'ensemble n'a pas été faite. On part au 0826 300 300, ça sonne beaucoup, direction Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Alors, quelle est votre réaction aux décisions, parce qu'il y en a plusieurs, du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites? J'ai pas eu le temps d'aller dans le détail, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est face à comme un peu votre intervenant vient de le dire, c'est vraiment décision de justice sur un conflit de voisinage, sur un droit de passage
Enfin, c'est vraiment des arguments juste de droite obscurs. Et je pense qu'on s'éloigne de ce qu'auraient dû être les débats sur cette question de société d'assurer la retraite des personnes âgées en France, en fait. Et là, c'est un petit peu triste de passer comme ça sur une décision de justice. Et si on veut être procédurier, on peut même se demander, on pourrait même dire, ça aurait dû être déclenché suite à un conseil des ministres. Et il est où ce conseil des ministres initial, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que la décision du Conseil constitutionnel ne vous satisfait pas, c'est ça? D'en arriver là, c'est un peu comme un divorce. Enfin, je veux dire, mais les recours au Conseil constitutionnel, c'est classique sous la Ve République. Il n'y en a pas à toutes les lois, mais presque. Hein. Bien sûr, mais encore heureux que c'est constitutionnel, en fait, sur le fond. Je veux dire, c'est même pas ça la question. Donc vous êtes plutôt... C'est vraiment le 49.3. Est-ce qu'il fallait vraiment faire un 49.3 et est-ce qu'il a été bien fait? Est-ce qu'il y a vraiment eu... tout a été mis en place avant qu'on déclenche ce 49.3. Est-ce qu'il y a vraiment une décision du Conseil des ministres, de délibération? Ah oui. Et ça a été... Ah oui, oui. Eh ben, moi, je vois pas de Conseil des ministres. Celui du 15, il n'était pas mis en mention du 49.3. Mais justement, Nadia, restez avec nous. Je vais réagir très rapidement les vraies voix. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un abus de 49.3? On l'a utilisé 100 fois depuis 1958. Et là, on l'a utilisé 10 fois depuis à peine un an. Ça ne fait pas un peu beaucoup? C'est-à-dire qu'on était... nous sommes dans des conditions spéciales qui sont les mêmes que celles de Rocard en son temps. C'est-à-dire 88-93. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une majorité relative, on utilise le 49.3 et c'était prévu par De Gaulle et Debré au moment où ils ont fait la Constitution. Donc là, c'est pas ce problème-là n'est pas en cause et ne devrait pas être en cause. Et d'ailleurs, Laurent Berger ne le met pas en cause. Le problème, c'est celui que nous avons de façon vraisemblablement imparfaite, puisque nous n'avons pas convaincu cette dame, Philippe Bilger et moi, nous avons développé. Mais elle est d'accord avec nous. Voilà. Cette dame, elle est d'accord avec nous. Non, mais Philippe, très court, je la rejoins. Nadia, l'argumentation du Conseil constitutionnel sur les points importants m'apparaît discutable, faute de raisonnement politique au sens profond. Et deuxième élément, et là, évidemment, l'ancien magistrat ne devrait pas se permettre ça. Mais je ne surestime pas l'indépendance des organes constitutionnels français. J'ai été frappé lorsqu'il y a quelques jours, j'ai lu dans les journaux que le gouvernement avait placé délibérément des cavaliers parce que le Conseil pourrait s'y attacher. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout de même derrière tout ça, il y a un jeu dont le citoyen est dupe et qu'en réalité, il y a une connivence qui aboutit à ça. Merci beaucoup Nadia de Paris. On doit faire une pause et on se retrouve dans quelques instants. On va avoir des réactions politiques. On sera en compagnie d'Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, et un peu plus tard, on aura Sandré Rogol, député Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. Vous voulez réagir, ça appelle beaucoup. Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Loïc Le Floch Prigent. On commente cette décision du Conseil constitutionnel. Nous sommes en compagnie de... On a des réactions, pardon, je crois, Félix Mathieu. Un florilège de réactions. Avant de prendre Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, vous nous faites ce florilège de réactions. Et ce sont les oppositions qui ont dégainé en premier et qui sont furieuses, puisque, on le rappelle, l'essentiel de la réforme des retraites, l'âge légal repoussé à 64 ans, est validé, tandis que sont repoussés l'index senior, le CDI senior, ou encore la demande des oppositions de référendum d'initiative partagée. Réaction par exemple de Jean-Luc Mélenchon. La lutte continue, déclare le leader de la France Insoumise. La décision, dit-il, du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Voilà ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon. La chef d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, juge que cette réforme reste illégitime. Même son de cloche aussi du côté du RN. Le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé, affirme l'ancienne candidate Marine Le Pen. Elle considère qu'il appartiendra, je la cite, au peuple de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, pour sa part, estime qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se cacher derrière cette décision qui ne referme en rien le débat. Alors forcément, le son de cloche est très différent du côté, commençons par du côté du patron d'LR, Éric Ciotti, appelle toutes les forces politiques à accélérer
accepter la décision du Conseil constitutionnel. Voilà pour Éric Ciotti. Enfin, la réaction de la Première ministre vient de tomber. Elisabeth Borne qui écrit « Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu ». Après cette décision du Conseil constitutionnel, la chef du gouvernement écrit « Avec cette réforme, notre système de retraite sera à l'équilibre en 2030. La volonté du gouvernement est désormais de poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux pour donner davantage de sens au travail, améliorer les conditions de travail et atteindre le plein emploi ». On l'entend, la chef du gouvernement veut désormais finalement passer à autre chose. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne. Alexis Izard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On a entendu la réaction de la Première ministre Elisabeth Borne. Je vous la relis. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Vous êtes d'accord avec la Première ministre, puisque quand on voit les gens dans la rue, il y en a qui ont un peu le sentiment d'être vaincus, a priori. Non, je suis tout à fait d'accord et elle a eu les mots très justes, hein. Ni vainqueur ni vaincu, simplement la fin d'un processus démocratique. Je tiens à rappeler tout de même qu'il y a eu 5 mois de consultation, 175 heures de débat au Parlement et cette validation du Conseil constitutionnel, elle vient clôturer, je dirais, ce travail qui a été fait et répondre je dirais d'une certaine sorte à tout ce débat qu'on a pu entendre sur l'inconstitutionnalité de cette réforme, sur la non-légitimité de nos institutions, et bien terminer un cycle et permettre de promulguer cette loi. Philippe Bilger, une réaction à monsieur le député Monsieur le député, dans le micro. Je vous sais évidemment totalement de bonne foi, honnête, quels que soient les choix partisans au sens noble que vous avez faits. Mais j'aimerais tout de même vous demander votre avis sur la phrase suivante qui est dans la décision du Conseil constitutionnel. Un autre aspect du débat concernant la procédure d'adoption de la loi avait trait à la clarté et à la sincérité des débats parlementaires. En particulier, la question était soulevée par les parlementaires requérants de savoir si l'application cumulative de plusieurs procédures prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées avait entaché d'irrégularité ou non la procédure suivie. En totale lucidité intellectuelle, monsieur le député, est-ce que vous ne trouvez pas surprenante la réponse négative du Conseil sur ce plan-là? Le fait que on n'a pas considéré que l'application cumulative de procédures exceptionnelles avait altéré la sincérité et la clarté des débats. Alors, pour vous répondre, si je peux me permettre... Oui, merci. Alors, tout d'abord, moi, je n'ai pas jugé la décision du Conseil constitutionnel, mais simplement en prendre acte. Mais simplement, si je peux vous donner mon avis, c'est que l'ensemble de ces dispositions qui sont données à être utilisées dans le cadre de notre Constitution, elles ont un rôle bien précis. Et sur cette réforme des retraites, et moi je peux vous le dire en l'ayant vécu en interne, elles ont montré leur grande utilité dans le sens où lorsque une partie de l'hémicycle nous empêche de travailler sur un texte, il y a toujours un dispositif de notre Constitution qui nous permet d'avancer et de continuer les débats. Et dans ce sens, je trouve que nos institutions sont plutôt bien faites et nous ont permis, je le rappelle, de débattre pendant 175 heures, avec à la fin un vote du Sénat et avec une commission mixte paritaire qui a été conclusive, avec énormément de dispositions qui ont été proposées par les parlementaires qui ont été prises. Il y a une vraie différence entre le texte de départ et le texte d'arrivée. Donc je crois que le débat a eu lieu et je le sais, je vous le dis. Et je peux vous affirmer, pour répondre à votre question, que nos institutions sont bien faites et que ces dispositifs ont été utilisés comme il le fallait. Et le Conseil constitutionnel vient de le valider en plus. René Chiche. Oui, alors, bonsoir monsieur le député. Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur un point, même si mes interlocuteurs n'ont pas du tout été d'accord avec moi, c'est que pour moi, il n'y a pas eu de crise démocratique. Au contraire, je trouve que la démocratie a montré tout ce qu'elle avait comme ressort durant ces 5 mois, c'est-à-dire le Parlement, les médias, la rue, les syndicats, etc. Bon bref, ça je suis d'accord avec vous. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Madame Borne, et donc indirectement avec vous, c'est lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Si, il y a un vainqueur, quoi qu'on en dise, c'est le gouvernement, parce que sa loi a été quand même validée. Il y a quand même une grande masse de vaincus. Ça, on ne peut pas nier. Ceux qui sont opposés à cette réforme, voilà, ça les concerne. Alors, justement, j'ai une question à vous poser. Comment le gouvernement, comment l'exécutif va devoir répondre quand même à tous ces vaincus, parce que pour moi, il y a des vaincus,
comment va-t-il répondre à ces gens? Par quels moyens? Est-ce que, comme je le pense, ça va être par le biais de la future loi sur le travail, où on va introduire tous ces fameux cavaliers sociaux qui ont été censurés, pour essayer de réinstaurer un dialogue social avec les syndicats? Alexis Isard. Oui, alors je refuse d'aller dans votre sens sur les vaincus. S'il y a un vainqueur dans cette séquence-là, c'est quand même nos institutions de montrer à quel point elles sont solides, mais il n'y a pas de vaincu dans le sens où cette réforme, elle n'est pas faite contre les Français. Cette réforme, non, monsieur le député, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de vaincu. C'est pas possible. Écoutez, en plus, attendez, je me pose pas à la réforme, moi, que les choses soient claires. Mais c'était comme un match. Il faut pas le nier, c'est comme un match. Là, il y a des vaincus, c'est-à-dire tous les opposants à la réforme, à la fois les syndicats, tous les partis comme LFI, etc., qui se déclarent vaincus, tous ceux qui ne sont pas contrôlables dans l'opinion, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins contrôlables. Alors, comment répondre à ces gens qui ont en eux une insatisfaction? Alexis Isard et après Loïc Le Floch-Prigent. Oui. Le fond de la question est quand même très intéressant et je vais d'abord donner 2 éléments avant de donner ma vision qui ont été donnés. C'est d'abord la réception à l'Elysée des partenaires sociaux mardi 18. Donc c'est une première étape pour recommencer le dialogue, pour aller sur ces 3 thèmes fondamentaux qu'on a mis en avant et sur lesquels il faut qu'on aille beaucoup plus fort pour répondre aux exigences des Français. Et je l'entendais tout à l'heure sur votre radio. C'est l'école, la justice, la santé, le pouvoir d'achat. C'est vraiment de continuer à travailler pour les Français. Et ensuite, c'est réellement de se saisir de ces sujets-là, de ne pas oublier le fond de la contestation sociale et de répondre aux réelles questions qui sont posées. Tout à l'heure, sur votre chaîne, j'entendais quelqu'un qui disait, et je l'ai entendu beaucoup, que fondamentalement, le sujet des retraites était là, mais que le problème, c'était de pouvoir se nourrir, de payer son plein d'essence, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réponde et qu'on continue à travailler. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, donc je pense, monsieur le député, que ce que vous dites ne tient pas compte de ce qui est écrit et qui est relativement bureaucratique. Et je reprends les propos. L'examen successif de chacune de ces procédures a conduit le Conseil constitutionnel à relever qu'appliqué conformément aux règles des assemblées, aucune n'avait porté d'atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a jugé du substantiel. Alors, permettez de considérer que vous venez de me dire que c'était pas substantiel comme le Conseil et qu'il y a une majorité de gens qui considèrent que c'était substantiel et par conséquent qui râlent. Donc il y a un sujet là. Et donc, si jamais on ne tient pas compte de ce sujet, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'en suis désolé en tant que patron, on risque d'aller à la catastrophe. Par conséquent, ce ne sont pas des mesures d'une future loi travail qui vont permettre de résoudre le problème, c'est de revoir une partie de la conception de la politique, et donc en cela, nous sommes effectivement, et le texte nous le montre, dans une crise démocratique. Alexis Isard. Oui, alors c'est plus qu'une question, c'est une très longue réflexion à laquelle je vais répondre parce que c'est quand même très intéressant. Moi, je crois, à l'inverse de ce que vous venez de dire, et peut-être à l'inverse de ce que certains de vos auditeurs peuvent penser, je crois que nos institutions, elles sont très solides et elles l'ont montré sur cette épreuve-là. Ensuite, moi, ce que je veux répondre tout simplement, c'est en tout cas, moi, je suis un élu de terrain. Là, actuellement, d'ailleurs, je vous parle depuis ma permanence parlementaire à Saint-Chéron, où j'ai pu rencontrer certains de mes administrés. La réalité, c'est que ce que veulent les Français, c'est qu'on réponde convenablement à leur sujet du quotidien. Je parlais tout à l'heure de l'école, c'est d'avoir un prof toute l'année pour leurs enfants. Je parlais de la justice, c'est de pouvoir répondre convenablement à leurs sollicitations. Je parlais de la santé, c'est de pouvoir avoir un médecin généraliste. C'est tout bête. C'est des choses qu'on ne peut plus avoir. Mais je crois que le principal, c'est le pouvoir d'achat, à mon avis. Et le pouvoir d'achat, évidemment. Mais alors justement, qu'est-ce que... très important également. Ah, pardon. On attend depuis très longtemps au 0826 300 300 Alexis Isard, direction Bordeaux. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Quelle est votre réaction aux décisions du Conseil constitutionnel ? D'abord, je vous remercie de me laisser la parole de contribuable. Moi, je m'interrogeais sur le niveau de rémunération des membres du Conseil constitutionnel, puisque ce sont des personnes réputées incompétentes par nature de leur nomination politique. Alors ça, c'est votre avis, hein ? Oui, mais c'est des avis assez partagés. Enfin, ils ne sont pas réputés incompétents. Ils n'ont pas un curriculum vitae de droit constitutionnel, puisqu'ils nécessitent d'être éclairés par d'autres avis externes pointus.
C'est toujours un problème de se faire conseiller. Je crois qu'il y a d'autres affaires de conseil dont on débat par ailleurs, et qui ont un niveau donc de rémunération de 17 000 euros brut par mois, exactement 16 000. Je croyais que c'était un petit peu moins, je croyais que c'était 13-14 000, mais c'est un détail. C'était 16 760 par mois, soit un SMIC annuel par mois. Et donc, jusqu'à quand devrons-nous payer autant de complaisance, sans compter leurs avis du temps du Covid sur les libertés publiques et individuelles, et maintenant sur les années de vie. Voilà, jusqu'à quand accepterons-nous qu'il puisse y avoir 9 sages qui défient comme ça l'entendement de la population. Alors, merci Jean-Paul. On va faire réagir les vrais voix rapidement avant Alexis Izard, Philippe Bilger. Vous êtes d'accord Pardon, je trouve que Jean-Paul a une vision très insultante des conseillers et du Conseil constitutionnel, alors qu'en revanche, nous avons dit hier qu'on pouvait tout à fait un jour concevoir quelqu'un d'autre, de nouvelles modalités de nomination du Conseil constitutionnel, sans surestimer l'importance de quelque nomination que ce soit. Il est très difficile d'éviter les influences sur de tels conseils. Un mot de la fin, Alexis Izard, ou alors un mot très court, Loïc Le Floch-Prigent, et le mot de la fin, Alexis Izard. Je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger. Je crois qu'il faut faire attention à ces questions, d'une part de rémunération et d'autre part de désignation. Ces gens-là sont compétents pour réaliser ce qui leur est demandé, et ils n'ont pas une carrière devant eux, ils ont une carrière derrière eux. Donc il faut arrêter les bêtises. Simplement, je pense qu'il faut faire très attention que d'un côté, lorsqu'il y a des experts, on dit les experts ne sont pas experts, et quand on dit qu'on prend des gens nommés d'une façon ou d'une autre, on dit ceux-là non plus sont pas bons. Donc il n'y a jamais de bons. Donc simplement, il faut regarder la sincérité de chaque individu et sa capacité à dire oui, je m'abstreins à une discipline et je serai redevable devant l'avis que j'ai donné, et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, attention au faux procès. Le mot de la fin, allez, 30 secondes, Alexis Izard. Oui, effectivement, pour les auditeurs, ce n'est pas moi qui parlais, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et de faire attention de ne pas mettre un doute sur la légitimité des sages du Conseil constitutionnel qui sont là pour donner un avis sur le droit, de juger sur le droit. Et là-dessus, je crois qu'on peut leur faire confiance et de ne pas mettre d'effets politiques dans leurs décisions. Merci beaucoup Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne. On se retrouve dans quelques instants avec Sandra Regol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vrais voix en édition spéciale avec Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent, René Chiche. On retrouve tout de suite Sandra Regol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Je vais citer Yannick Jadot. Cette loi jugée légale reste illégitime car injuste et rejetée par les Français. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Tout à fait. Ce soir, c'est un peu la sidération à la lecture des raisons qui fondent la décision du Conseil constitutionnel. C'est la sidération dans les rues aussi de France, puisque vous voyez des rassemblements spontanés un petit peu partout se produire, et que le Conseil constitutionnel ait rendu un avis aussi frileux ne change rien au fait que nous continuons le combat contre une loi qui reste profondément injuste. Philippe Bilger. À votre avis, Madame la députée, et encore une fois, la question est posée par quelqu'un qui trouve que la décision du Conseil est très sujette à caution, je le dis clairement. Est-ce qu'à votre avis, tous les manifestants à l'heure actuelle, et il y en aura d'autres demain, certainement, dimanche et dans les jours suivants, sont légitimes à contester une décision du Conseil constitutionnel qu'ils n'ont sans doute pas lue? Je pense que les gens qui manifestent dans la rue ont bien écouté
les X millièmes explications pédagogiques du gouvernement sur le contenu de cette réforme des retraites. Vous savez, c'est cette fameuse phase pédagogique, et qu'il et elle, tous ces gens, ont très bien compris ce qu'il y avait à l'intérieur de cette loi, ce qu'elle leur promettait pour demain, et donc je pense que toutes ces personnes sont tout à fait fondées à contester ce soir, demain et après-demain le contenu de cette loi. Oui, bonsoir Madame la députée. Juste une question, puisque l'article concernant les 64 ans a été validé. Donc, quel va être votre mode d'action maintenant? Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque l'article sur les 64 ans, qui est l'article principal, a été validé. Or, vous le refusez, cet article. On est bien d'accord? Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Très concrètement, on continue notamment avec une deuxième proposition de RIP, vous savez, ces fameux référendums d'initiative. Qui sera étudié le 3 mai. Voilà, qui pourront permettre peut-être de mettre enfin un petit peu de démocratie dans le cadre de la décision de cette loi. Parce que ce qui est inquiétant, c'est que non seulement il y a des éléments de fond sur lesquels on s'oppose, mais en plus de ça, il y a eu une insincérité dans les débats. Rappelez-vous les fameuses retraites à 1 200 € qui devaient concerner tout le monde, qui finalement ne concernent que 10 000 personnes en France, etc., etc. Et enfin, il y a un mépris réel du principal donneur d'ordre, qui est le président de la République, qui est responsable de la situation de crise et à qui il devrait échoir de gérer cette crise. C'est à lui de faire en sorte que le pays ne soit pas fracturé, ne soit pas violenté. Eh bien, le président de la République a proposé hier de rencontrer les syndicats mardi ou mercredi. Or, on vient d'apprendre que cette loi allait être promulguée dans les 48 heures, c'est-à-dire avant la fin du week-end. Est-ce que vous imaginez à quel point il y a du mépris dans cette proposition qui consiste à dire, bien sûr, l'intersyndicale, je vais vous rencontrer, mais après que tout soit terminé, c'est contre cette violence-là, contre ce déni de démocratie, contre cette faculté de refuser, d'écouter les syndicats, la population et toutes les personnes qui se sont mobilisées, qu'on va continuer à se mobiliser avec le RIP et dans la rue. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, ce qui me choque dans vos propos, ce n'est pas que vous vouliez contester, vous contestiez, moi-même je conteste, donc c'est pas un problème, simplement c'est le mot d'illégitime. Estimez-vous légitime que vous soyez député puisque vous avez été élu par la démocratie? Est-ce que vous aimeriez que je vous dise, vous n'êtes pas une députée légitime parce que je ne suis pas d'accord avec vous? Vous auriez dit, mais non, j'ai été élu. Donc, dans la mesure où le Conseil constitutionnel dit, eh bien, il n'y a pas illégitimité de cette décision, et le formule de façon certes imparfaite en ce qui me concerne, mais c'est la décision qui est légitime. En quoi est-ce que vous vous sentez légitime de dire que quelqu'un était légitime, alors que moi, je pourrais, sur la même base, vous dire, vous n'êtes pas une députée légitime, puisque je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que c'est le mot illégitime qui me chagrine. Ce n'est pas le mot que vous vouliez contester, ce n'est pas le mot que vous vouliez continuer, ça je comprends très bien, mais par contre, le mot illégitime, celui-là, je ne l'admets pas, parce que je considère que vous n'avez pas le droit de le dire. Sandra Rugol. Alors, je pense que vous n'avez pas le droit de m'interdire d'utiliser tel ou tel vocabulaire. Et je pense Il est interdit d'interdire. En revanche, vous avez largement déformé mes propos. Je continue à considérer que quand Emmanuel Macron propose à des syndicats de les voir pour travailler sur cette question du travail et des retraites, et qu'on apprend après coup que son rendez-vous intervient non pas pour apaiser la situation, non pas pour trouver des solutions ensemble, mais au contraire pour leur démontrer comment il a gagné par la force. Je rappelle le 47.1, le 49.3, l'article 38 au Sénat. Eh bien, tout ça, c'est violent, c'est un déni du dialogue avec la population, avec les corps intermédiaires, à savoir les syndicats, et donc ça
ce n'est pas notre démocratie. Et donc oui, j'ose le mot, je trouve que c'est un comportement qui n'est pas légitime. Après que vous me fassiez dire qu'Emmanuel Macron est illégitime, alors que ce n'est pas mon propos, c'est votre choix, mais ce n'était pas mon propos, et permettez-moi de continuer à l'affirmer. Je pense que la bataille continue, je pense que notre démocratie ne peut pas se faire sans les Français, je pense que le président de la République a une responsabilité qu'il doit assumer, et je pense que si ce gouvernement continue à s'appliquer à détourner et détruire toutes les contestations, et par là je veux dire tous les contre-pouvoirs, notre démocratie est malmenée, et notre démocratie va se retrouver dans une impasse. Donc il y a une double urgence à agir. Merci beaucoup Sandra Regol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. Dans quelques secondes, enfin dans quelques minutes, après un court flash, on va parler des conséquences, des aspects constitutionnels avec Pierre Esplugas-Labattu, professeur de droit public à l'Université de Toulouse-Capitole. Et ensuite, on parlera des conséquences pour les retraités avec Bruno Chrétien, président du think tank IPS, Institut de la protection sociale. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour pour cette fin d'édition spéciale jusqu'à un peu avant 19h25 où vous retrouverez nos amis de l'équipe du rugby. On va désormais parler de l'aspect constitutionnel des décisions prises par le Conseil constitutionnel. Nous sommes en compagnie de Pierre Esplugas-Labattu, professeur de droit public à l'Université de Toulouse-Capitole. Bonsoir. Bonsoir. Comment qualifieriez-vous les décisions du Conseil constitutionnel, Pierre Esplugas-Labattu ? Alors évidemment, la tentation est grande après la décision de ce soir, et on a entendu à l'instant une députée écologiste considérer qu'il s'agissait de décision politique, et j'ai cru comprendre également que l'avocat général, pardonnez-moi, je vais écorcher votre nom, monsieur Bilger, Bilger, c'est scandaleux, monsieur le professeur. J'en suis confus. Vous oubliez l'essentiel. Non, pardon. Sincèrement, il me semble plutôt, à la lecture de cette décision, qu'elle me semble de bon sens. Le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas tranché comme un législateur la question du relèvement de l'âge de la retraite me semble une évidence. C'est le contraire qui, à mon avis, aurait été inopportun. Il se trouve que je n'étais pas nantais, donc j'ai eu le temps de lire tranquillement la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui m'a frappé dans cette décision, c'est qu'il estime que, précisément au contraire, cette loi satisfait à la Constitution, puisque elle permet de mieux financer le système de retraite, le relèvement de l'âge légal permet de mieux financer le système de retraite, et ainsi de satisfaire au droit constitutionnel proclamé par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, du droit et à la protection de la santé et à la sécurité matérielle. Donc je vois mal comment le Conseil constitutionnel pouvait faire autrement que, de ce point de vue-là, sur le fond, ce qui intéressait les Français, c'est-à-dire le relèvement de l'âge légal de la retraite, je vois mal comment ils pouvaient faire autrement. Après, sans doute, et le débat précédent l'exprimait, sans doute il y a des discussions sur le respect de la procédure parlementaire, si vous voulez on peut y venir dans un instant, mais sur le fond, j'insiste, il n'a pas à se comporter comme un législateur, c'est d'ailleurs ce qui souligne précisément ces décisions. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, d'abord c'est évidemment avec beaucoup de modestie que je vous pose une question sur la décision. Je suis tout de même un petit peu frappé par la manière confortable dont le Conseil a apprécier la validité de certains adjectifs qu'il utilise. À propos de la procédure parlementaire, il parle de cumulative, il parle d'inhabituel, il considère que ça n'est pas substantiel. Est-ce qu'à votre avis, on ne pourrait pas penser que derrière un juridisme un peu étroit, il a manqué d'un véritable sens politique? Pierre Esplugas-Labattu. Sur le caractère cumulatif, en réalité, il répond à une argumentation de la saisine des parlementaires. Effectivement, les parlementaires estimaient que le cumul de la procédure accélérée, de l'article 49.3 de la Constitution,
je dois en oublier, du recours à l'article 47-1 de la Constitution, c'est-à-dire l'usage d'un projet de loi de finances rectificative à la sécurité sociale. Eh bien, c'est cet ensemble de le 49.3, j'ai oublié l'essentiel, et bien cet ensemble donc de procédures qui conduisait à méconnaître le principe de sincérité du débat budgétaire. Sauf que, je suis désolé, mais tous ces aspects procéduraux sont permis par la Constitution. Le 49.3, on peut le critiquer, on peut le trouver pas démocratique, c'est comme ça, c'est dans la Constitution. Hein. Vous le savez comme moi, Michel Rocard y a fait référence, il l'a utilisé, je crois, une quarantaine de fois, 38 fois, me semble-t-il. Donc, il aurait été certainement très audacieux que de considérer que l'usage cumulé de procédures reconnues expressément par la Constitution était inconstitutionnel. De ce point de vue-là, moi, il me semble que je ne trouve rien à redire. Le 49.3, j'insiste, on peut le contester, mais il existe. René Chiche. Oui, monsieur le professeur, bonsoir. Je voulais vous poser une question, parce que tout à l'heure, on avait une députée Europe Écologie Les Verts, qui disait que finalement, elle n'avait d'ailleurs pas très bien compris la question d'un de nos interlocuteurs, qu'en fait, la décision du Conseil constitutionnel était, selon elle, finalement illégitime. Alors, cette décision a été prise. Le texte va, paraît-il, être promulgué par le président de la République dans les 48 heures. Quels sont éventuellement les recours possibles pour les opposants à ce texte de s'opposer, enfin de remettre en question cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce que pour les néophytes qui ne sont pas au courant, comme vous, de manière aussi érudite, du droit constitutionnel, est-ce qu'il y a des recours possibles pour contester cette décision? Moi, je n'en vois pas personnellement. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Oui, alors deux remarques. D'une part, vous le savez, les décisions du Conseil constitutionnel ont l'autorité absolue de la clause de jugé, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de recours. Ça, c'est le premier point. En réalité, il y en a un. Il y en a un par le biais du référendum d'initiative partagée, puisque vous savez également que ce même jour, le Conseil constitutionnel a rejeté cette proposition de loi d'initiative partagée. Mais là, en faisant preuve, c'est vrai, de juridisme. À mon avis, vous n'avez pas encore eu le temps de lire la décision, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Il considère qu'on n'est pas en présence d'une réforme économique et sociale touchant aux questions aux réformes économiques et sociales ainsi qu'au service public et concours. Voilà ce que dit exactement l'article 11. Et c'est sur le terme réforme que le Conseil constitutionnel a rejeté cette proposition de loi, puisque à la date de la décision, à ce jour 14 avril, la date du départ à la retraite légale, c'est toujours 62 ans. Et donc, à cette date-là, on n'est pas en présence d'une réforme, à cette date, puisque la loi n'est pas promulguée. En revanche, depuis hier soir, on sait qu'il y a une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée. Et là, si la loi, lorsque le Conseil constitutionnel, dans un mois, rendra sa décision, est promulguée, et elle sera promulguée, on sera bel et bien en présence d'une réforme. Et dès l'instant où on est en présence d'une réforme, c'est la voie ouverte à ce référendum d'initiative partagée, et au recueil, vous le savez, des 4,7 millions d'électeurs au soutien de ce référendum. Et le rejet du RIP, monsieur le professeur, se trouve sur un document séparé parce qu'on ne le voit pas dans la décision du Conseil. Nous, on a reçu le communiqué de presse. C'est une décision distincte en réalité. Là, c'était une décision, celle que vous commentez, une décision dite du contrôle a priori, dite DC, déclaration de conformité, mais il y a une décision distincte prise le même jour, dite RIP, référendum d'initiative partagée. D'accord. Un mot très court. Non, juste, et si la deuxième décision du 3 mai concernant le RIP est aussi rejetée par le Conseil constitutionnel, que se passe-t-il? Je ne le crois pas. Non, je ne crois pas. Vous croyez que ça peut passer le 3 mai? Voilà, je rappelle le sens de cette nouvelle, ancienne et nouvelle, puisqu'il y a maintenant 2 propositions de référendum d'initiative partagée, c'est de dire que l'âge légal de la retraite est de 62 ans. Que va faire le Conseil constitutionnel? De vérifier, 1, qu'il y a un nombre de soutiens suffisant, 185 parlementaires, il n'y a pas de doute, c'est le cas. 2, qu'elle respecte la Constitution. Et de ce point de vue-là, la décision de ce soir, dite RIP, confirme que la décision est conforme à la Constitution. C'est simplement, je le redis, sur l'aspect réforme, on n'est pas en présence d'une réforme qui fait que ce référendum d'initiative partagée, non pas n'est pas conforme à la Constitution, mais n'est pas recevable, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Esplugas-Labattu, professeur de droit public à l'Université de Toulouse-Capitole. Dans quelques instants, dernière ligne droite de cette édition spéciale, on va parler des conséquences des décisions du Conseil constitutionnel pour l'application de la loi sur la réforme des retraites sur les travailleurs et sur les futurs retraités. Donc, on se retrouve dans quelques instants. On sera en compagnie de Bruno Chrétien, président du think tank IPS, l'Institut de la protection sociale. Édition spéciale. Les
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ils sont restés avec nous parce qu'ils aiment les heures sup, même le week-end. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et René Chiche. Alors, le titre exact, rédacteur en chef délégué du groupe La Presse. Plus pour parler blanc. Après avoir parlé des conséquences des décisions du Conseil constitutionnel d'un point de vue juridique, on va parler maintenant des conséquences pour l'application de la loi pour les retraités et les futurs retraités. Nous sommes en compagnie de Bruno Chrétien, président du think tank IPS, l'Institut de la protection sociale. Bonsoir Bruno Chrétien. Bonsoir. Alors selon les décisions des sages, c'est dur à prononcer, qui sont les gagnants et les perdants ? Alors, il n'y a pas de gagnant et de perdant au-delà de la réforme elle-même, puisqu'effectivement, le texte, il faut le rappeler, a pour objectif d'équilibrer les comptes retraites en reportant l'âge de départ à la retraite. Donc, je veux dire, l'analyse qui avait été faite lors de l'adoption du texte, en fait, par le processus du 49.3, est toujours valable, puisqu'en réalité, dans les décisions qui ont été rejetées pour des notions de cavalier législatif, en fait, ce sont des textes qui n'ont rien à faire dans un texte budgétaire, c'est l'objet du rejet porté par le Conseil constitutionnel. On va trouver essentiellement 3 mesures significatives, il y en a 6 en tout, mais on va avoir effectivement l'index senior qui est une contrainte pour les entreprises, en quelque sorte à devoir communiquer sur l'emploi des seniors, et donc d'abord les entreprises de 1000 salariés puis de 300 salariés. Donc cette mesure est rejetée. Alors elle n'est pas rejetée en tant que telle, elle est rejetée qu'elle n'a rien à faire sur un texte budgétaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Deuxième mesure, il y avait une mesure qui était portée par le Sénat, qui était une expérimentation autour de ce qu'on appelle un CDI senior. Absolument. En d'autres termes, c'était l'article 3. Voilà, exactement. En d'autres termes, le fait d'avoir une mesure, un CDI plus avantageux en termes de cotisation pour inciter à l'emploi des seniors. Il ne faut jamais perdre de vue que cette réforme, elle a pour objectif de reporter l'âge de départ, bien sûr, et d'inciter les gens à continuer à travailler plus tard. Vous savez qu'en France, on a un âge de départ qui est très bas par rapport aux moyennes européennes. Et donc, là, la mesure est également mise en cause. Je ne pense pas qu'elle aurait eu un impact extrêmement important. Puis il y a une mesure, mais qui sera réintroduite par la loi de financement de sécurité sociale, très certainement. Sujet plus technique pour nos auditeurs, mais assez fondamental, qui était la mesure du transfert des cotisations Agirc-Arrco, les caisses de retraite complémentaires des salariés, ce qu'on appelle la retraite complémentaire, vers les URSSAF, qui posent un risque en fait de centralisation. Donc la mesure avait été abandonnée par Olivier Dussopt lors de la présentation du 10 janvier, actée dans le texte, elle est recassée, mais cassée parce que là aussi elle n'a pas à faire dans un texte budgétaire, donc elle reviendra à rematière. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de changements sur le fond dans cette décision du Conseil constitutionnel. On va faire réagir les vraies voix avec vous. Philippe Bilger. À vous entendre, Bruno Chrétien, il me semble que vous approuvez tout de même le principe de la loi et je dirais ce qu'elle est dite par le Conseil constitutionnel. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une décision. La loi a été adoptée par le 49.3, processus très classique. On oublie par exemple que la CSG, qui est aujourd'hui un prélèvement, un des principaux prélèvements français, fut adopté par la 49.3. Oui. Voilà. Donc on trouve le dispositif violent ou pas violent, c'est un autre sujet, mais sur le plan légal, il n'y a aucun problème. 2, il y a une décision du Conseil constitutionnel, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, sur le fond, le Conseil, en fait, ne se substitue pas aux politiques sur l'impact d'un report d'âge de départ à la retraite. Il ne faut pas perdre de vue aussi que cette réforme, donc sur le fond, l'augmentation de l'âge de départ est assez cohérente. Il faut avoir à l'esprit qu'en France, avant la réforme, aujourd'hui, on part en moyenne à 62 ans et 8 mois. Il ne faut pas perdre de vue qu'en 1981, avant le grand abaissement de l'âge de départ à la retraite sous François Mitterrand, on partait en moyenne à 64 ans. Et dans le même temps, on a augmenté l'espérance de vie de 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans, on a alourdi le coût de la charge. Alors, c'est très bien pour ceux qui en bénéficient, mais après, ça n'a de sens que si on le finance, sinon c'est les actifs qui paieront, ou les jeunes qui paieront. On a augmenté de 8 ans, quand on sait qu'on a une espérance de vie en France à la retraite, qui est la plus forte en Europe, 22 ans chez les hommes, 26 ans chez les femmes, on peut avoir conscience de l'impact de cette mesure. En fait, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, il n'est pas si important que cela, puisque en réalité, nous étions en moyenne déjà à près de 63 ans, et si la réforme Touraine, sous l'Empire duquel nous étions, vous savez, l'augmentation du nombre de trimestres
à 43 ans, qui n'a pas été changé dans la réforme. À partir de ce moment-là, cette réforme, je veux dire, ça nous amène à 1 an de plus. Vous voyez, c'est pas considérable en termes d'effort. René. Oui, je voulais juste vous poser une petite question. Puisque l'article concernant les 64 ans est acté maintenant, est-ce que les fameux cavaliers sociaux qui ont été censurés vont certainement aussi faire partie de la future loi sur le travail d'Olivier Dussopt. Qu'on veut pour l'été. Qu'on veut pour l'été. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi développer ce qu'on appelle, dans cette future loi, le compte-temps épargne universel qui était cher à Laurent... Le compte épargne-temps universel, oui, le compte, exactement. Qui était cher à Laurent Berger, qui d'ailleurs l'une des propositions de campagne du candidat Macron, il me semble, en 2022. Est-ce que vous pensez que c'est une disposition qui pourrait un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un petit peu apaiser le climat social vis-à-vis des syndicats ? Alors, je ne sais pas si ça apaisera le climat social, parce qu'on est passé dans d'autres dimensions, mais bon, c'est le jeu social habituel, hein, il y a des étapes pour la matière. Par contre, le compte épargne-temps universel, donc qui va rentrer en discussion dans les prochains mois, est incontestablement une de ces évolutions assez majeures prévues par la loi. Puisqu'en fait, hein, pour l'idée, aujourd'hui, un compte épargne-temps, ça se fait essentiellement dans les grandes entreprises. Ça permet de loger en quelque sorte des congés, des RTT, pour en quelque sorte partir plus tard, par exemple, hein, si on veut l'utiliser dans le cadre de la retraite. Il y a une tendance de fond, et ça je pense que les auditeurs l'ont pas vu nécessairement parce qu'il faut vraiment être dessus. En fait, en 30-40 ans, on a des évolutions